Les femmes qui combattent la violence et l'injustice. Parmi ces personnalités, un médecin qui, depuis des années, au risque de sa vie, dénonce sans relâche le règne de l'impunité. Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. L'abondance de nos ressources naturelles, or, coltan, cobalt et d'autres minéraux stratégiques alimente la guerre, source de la violence extrême et de la pauvreté abjecte en République démocratique du Congo. Le peuple congolais est massacré depuis plus de 2 décennies au vu et au su de la communauté internationale. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais pourquoi consacrer un nouveau film à ce pays? Parce que depuis 25 ans, le Congo reste déchiré par la violence, les guerres et les massacres. Au gré de mes tournages, j'en ai souvent été le témoin, dans les villes, les villages et jusqu'au cœur des forêts. Des visages sont restés gravés dans ma mémoire. Des visages d'hommes, de femmes et d'enfants qui m'ont demandé de porter leurs cris et leur soif de justice. Depuis 1996, le Congo est le terrain de conflits internationaux particulièrement meurtriers. Des guerres pour le pouvoir, pour l'argent, pour accaparer les richesses du pays. Les auteurs de ces crimes sont innombrables. Des mouvements rebelles par centaines, des chefs de guerre, des militaires congolais, des armées étrangères. Ces massacres ont entraîné des déplacements massifs de population, l'enrôlement d'enfants soldats et des viols utilisés comme armes de guerre, dans l'impunité totale et le silence. Les charniers sont là, et les victimes se comptent par centaines de milliers, voire même par millions. Mais pourquoi une telle tragédie? Ne pouvant plus rester impuissant face à l'indifférence du monde, je suis allé témoigner à Genève aux côtés du docteur Mukwege lors d'une session des Nations Unies consacrée aux violations des droits de l'homme. Aujourd'hui, on recommence les mêmes erreurs historiques qui ont mené à ces 20 années de conflits, de massacres, de viols. Pourquoi pas de poursuites judiciaires? Pourquoi cette impunité? Pourquoi pas de justice internationale, pas de tribunal pénal international, pas de tribunaux spéciaux? Mais enfin, ce cycle nous mène où? Dans le mur absolu. Et on dira encore dans un an, dans 2 ans, ah mon Dieu, si on avait su. Mais non, on le sait. Ce n'est que la répétition de l'histoire. Et je crains que le sang coule à nouveau sur la terre de ce pays que nous aimons tant, le Congo. Je vous remercie. Mais je ne suis pas sûr d'avoir été entendu. Je suis donc reparti en tournage à la rencontre des témoins et des survivants de ces barbaries, dans l'espoir de pouvoir rompre enfin la loi du silence.
Pour comprendre la tragédie congolaise, il faut remonter le fil du temps jusqu'aux années 90, une époque où le Congo s'appelle encore le Zaïre. Joseph Désiré Mobutu dirige alors le pays d'une poigne de fer depuis près de 30 ans. Mais le règne du vieux dictateur malade touche à sa fin. Le destin du Zaïre va bientôt basculer, car un pays voisin, le Rwanda, va l'entraîner dans sa propre tragédie. En 1994, 800 000 hommes, femmes et enfants rwandais sont massacrés en moins de 3 mois. Tous appartenaient à l'ethnie minoritaire les Tutsis. C'est un véritable génocide perpétré par l'armée et les milices des extrémistes Hutus, l'ethnie majoritaire. Mais une armée Tutsi constituée en exil revient au pays et met fin au génocide. À Kigali, le pouvoir change de main et la peur change de camp. Par crainte des représailles, 1,5 million de Hutus franchissent la frontière pour se réfugier à l'est du Zaïre. Parmi les réfugiés, des milliers de criminels avec leurs armes, des militaires et des miliciens Hutus qui ont activement pris part au génocide. Dans ces camps installés près de la frontière, les réfugiés s'entassent dans des conditions humaines et sanitaires extrêmes. Ils sont pris en otage par des milices génocidaires qui se servent d'eux comme d'un bouclier humain face aux représailles. Les extrémistes Hutus imposent leur loi aux civils. Ils veulent poursuivre la guerre et reprendre le pouvoir. Les camps représentent donc une menace pour Paul Kagame, le nouvel homme fort du Rwanda, et aussi pour son allié Yoweri Museveni, le président hollandais. Tous deux mettent en garde la communauté internationale. Peace and stability in Rwanda and in the region will depend upon what the international community can do and how swiftly it can do that. Sending right and strong signals to criminals and addressing impunity in the region is for sure the best solution for all of us. They told them in it was most what I think were two. One, the responsibility lied with the international community to disarm these people, because we think the whole aim is to carry out a genocide again. We shall not accept it. And that if the international community cannot do something about it, we shall have to do something about it ourselves. I didn't go into details of what we were going to do. We had begged Mobutu to remove these refugees from the border to deep in Congo, according to the UN regulations. He had refused. We had begged the international community to separate the armed people from the refugees. They had refused. So it was deliberate. So this was a public warning to Mobutu. And I said that if the reaction started neutral, we would provide the solution, not themselves. Devant l'inertie internationale, les présidents Kagame et Museveni mettent leurs menaces à exécution. En octobre 1996, une coalition qui rassemble des militaires tutsis rwandais, des éléments de l'armée ougandaise et des rebelles zaïrois pénètre sur le territoire du Zaïre. Ce rassemblement hétéroclite est baptisé Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Pour la diriger, les Rwandais ont choisi un Congolais, Laurent Désiré Kabila, qui depuis 30 ans s'oppose au président Mobutu. Son objectif est de prendre le pouvoir à Kinshasa et d'en chasser le vieux dictateur. Kagame, de son côté, veut avant tout disperser les camps, contraindre les réfugiés de revenir au Rwanda et anéantir les forces militaires des anciens génocidaires. Merci de ne pas filmer, s'il vous plaît.
ce soit négocier comment ils vont partir, ou on les laisse ici, ils seront encerclés, massacrés, et le monde oubliera. We are stakeholders. Rwanda, Uganda, the Congolese themselves, those who are not supporting Kabila, we are supporting them not out of just altruism, but because we have interests, which were the security interests mainly. When we took power, we did not address it. Le pays est à nouveau divisé. Les richesses minières du Congo attirent les convoitises. Diamants, or, coltan, cuivre, cobalt, uranium. À l'est du pays, les opposants du président Kabila ont fondé un nouveau mouvement rebelle, le Rassemblement des Congolais pour la démocratie. Les Rwandais s'empressent de soutenir cette rébellion dont ils tirent les ficelles. La rébellion commence son œuvre destructrice. Le 2 août 1998, on entend encore des coups de feu, on enterre encore des milliers, des centaines de morts, on assiste encore à des maisons pulvérisées par les bombes, les obus. Okay? Le même scénario que 2 ans plus tôt. C'est les mêmes Rwandais qui reviennent, okay? Qui traversent encore la même frontière. Tous les villages ont été massacrés, de Bukavu à Kalemi, le convoi dans lequel j'étais, la brigade dans laquelle j'étais pour mon reportage de guerre. Mais ça s'est passé la même chose sur tous les axes, dans toutes les provinces. Et oui, comment est-ce que vous avez pu accepter de les accompagner Je n'ai pas accepté de les accompagner. Moi, je suis parti pour un reportage à Ouvira. Okay? Mais après, je ne pouvais plus, moi et mon caméraman, on ne pouvait plus reculer. Okay? Parce qu'à mesure qu'ils avançaient, la guerre reprenait derrière nous. Donc, on ne pouvait plus partir. Notre seule protection, c'était de continuer avec eux. Mais en faisant très attention à ceux qui ne devinent pas que vous ne marchez pas ensemble. Mon caméraman, il passait son temps à pleurer devant ses erreurs. Moi, je lui disais que si on te voit pleurer, ils vont voir que nous sommes des traîtres, ils vont nous éliminer, les journalistes en plus. Donc, on faisait semblant d'être leurs amis, tout en se demandant ce qu'on fait. Les militaires, ils ne tuaient pas pour se défendre. On dirait qu'ils voulaient exterminer tout le monde. Ils voulaient, j'ai vu des villages brûlés, ils ont tué des vieilles femmes, des gamins, des bébés, éventrés. On est arrivé dans un autre village, okay, où ils ont attrapé 3 jeunes. 3 jeunes pour les interroger. Okay. Ils avaient massacré la mitraillette, tout le village, mais il y a 3 jeunes de la vingtaine, à peu près 22 ans. Moulamba les a tirés à une dizaine de mètres devant nous, les a effondrés au poignard. Moi, les poignards militaires avec en dents de cire, les a éventrés, mais il avait cette tactique à lui. Pour être bien sûr, il vous enfonce le couteau, le poignard dans le ventre, et puis il tire au-dessus pour bien sectionner de la peau, les viscères et tout, et puis il descend jusqu'au sexe, donc ventre béant comme une chèvre, mais tout en riant, en chantant, et en pliant. Donc pour lui, il a fait une bonne œuvre. Il nous disait, non, il faut, comme journaliste, si un jour vous avez l'occasion, il faut raconter que nous, on était des braves. On a fait ça. C'est comme des léopards, des animaux fauves, des animaux sauvages. On se disait, mais pourquoi ces gens, tu leur ferais? Le Congo n'est plus qu'une mosaïque de milices et de mouvements rebelles. Tous sont soutenus par des pays étrangers. Le Rwanda, l'Ouganda, le Zimbabwe, l'Angola. Tous les pays voisins ou presque cherchent avant tout à piller les ressources minières. Et comme toujours, les populations civiles sont les premières victimes des armées mercenaires. Quels ont été les maîtres d'œuvre de ces guerres et de ces massacres, des grands responsables? Les grands responsables, je vous ai dit, c'était les massacres auxquels moi j'ai assisté. C'était les officiers de la brigade qui est allé jusqu'à Kalemi, qui a brûlé tous les villages. Je cite le colonel, le chef de la brigade,
Anissé Bologui, dit Michael Scott, c'était son nom de code, et surtout son adjoint, le général, aujourd'hui général Gabriel Anissé, Tambefort. Il est général aujourd'hui, chef d'état-major de la force terrestre, donc le chef d'armée. Qui va le juger ce mec? Il continue ses massacres. Gabriel Amissi, l'un des chefs de guerre les plus brutaux et les plus impitoyables, incarne les paradoxes et l'absurdité des guerres congolaises. Chef d'état-major de l'armée rebelle, il organise le massacre de militaires et de policiers fidèles à Kabila. Mais quelques années plus tard, il sera cependant nommé général de l'armée congolaise, au plus haut niveau, 4 étoiles. Il y sévit toujours aujourd'hui. Au coût humain de la fabrication de ces objets. Mon pays est systématiquement pillé avec la complicité des gens qui prétendent être nos dirigeants. Pillés pour leur pouvoir, pillés pour leurs richesses et leur gloire, pillés aux dépens des millions d'hommes, de femmes et d'enfants, innocents, abandonnés dans une misère externe, tandis que les bénéfices de nos minéraux finissent sur le compte opaque d'une oligarchie prédatrice. Fermer les yeux devant les drames, c'est être complice. Ce ne sont pas seulement les auteurs de violences qui sont responsables de leurs crimes, mais aussi ceux qui choisissent de détourner les regards. Si la guerre dure toujours depuis si longtemps, c'est parce que de groupes armés, mafieux, des rebelles, des militaires vivent. Le réalisateur de ce film que nous venons de voir. Au débat, il y aura des personnes, des hôtesses qui vont se promener dans la salle pour vous donner le micro. Il suffit de lever la main pour avoir la parole. Thierry Michel, bonsoir. Bonsoir. Quel beau film. Pourquoi ce film? Je pense, pour moi c'est un bilan, c'est 30 ans de... Je vais partager la vie de ce pays, dans différentes régions. Je pense qu'il fallait retracer ces lignes du temps qui s'étaient passées pour essayer de mieux comprendre l'histoire, parce que je pense que chacun avait compris une mosaïque comme ça de séquences, vous ne voyez pas les enchaînements. Je pense que l'amnésie fait partie, malheureusement, de la mémoire des hommes. Et donc, il faut trouver les moyens de lutter contre l'amnésie. Et que le cinéma peut être aussi, comme le livre, comme d'autres moyens, un moyen de rappeler l'histoire pour qu'elle ne se répète pas. Je pense aussi que c'est un cri, à mon avis. Je dirais personnellement, c'est un chant d'amour pour un pays que j'aime trop, mais où j'ai vécu trop de blessures. Trop de choses insupportables, incompréhensibles. Et je dois dire qu'après avoir fait le monde qui répare les femmes, je pensais avoir déjà été assez loin. L'énonciation de ce qui n'est pas... Non, il faut juste qu'on évite d'être... On évite le harcèlement. Oui. Je pensais qu'on avait été assez loin. Et le docteur m'a poussé, j'avais dit que j'ai fini mon cycle, voilà, ça va. J'ai fait assez de films depuis assez longtemps, j'ai un certain âge. Je n'ai plus la même santé physique. Non, mais le docteur a insisté en disant non, parce qu'on a fait un film sur les victimes.
Mais des victimes, j'ai soigné, c'est lui qui le dit, j'ai soigné des femmes violées, les filles des femmes violées, maintenant je soigne les petites filles des femmes violées. Et donc, on peut continuer à soigner les victimes si les criminels sont toujours en liberté. Et tu dois faire un film, tu dois aller au bout de la logique, faire un film pour dire que cette impunité n'est pas admissible et si possible, révéler ce qu'il souhaitait dans son discours d'Oslo, c'est donc que personne n'ose dire. Donc il fallait briser le tabou et ce film brise la loi du silence. Une loi du silence congolaise, mais une loi de silence internationale. Seulement, comme vous l'avez vu. Alors, avant d'entrer dans le vif du débat sur cette justice à appliquer, sur la réalisation de ce film, c'est combien de temps? C'est quelles difficultés? C'est quel objectif? Mais ça s'est établi sur pas mal de temps, parce que j'ai glané certains témoignages il y a déjà longtemps, que je n'avais jamais utilisés. Donc j'ai été recherché au fin fond du Kivu, que j'avais fait, ou dans d'autres régions. Et puis j'ai fait plusieurs voyages ici, j'ai fait deux voyages aux États-Unis, j'avais vu les séquences, j'avais vu les experts américains des Nations Unies, j'ai été plusieurs fois à Genève, au Conseil des droits de l'homme, j'ai été au Parlement européen, j'ai même été à l'Assemblée nationale française, mais je n'ai pas gardé les séquences. Voilà, donc ce que beaucoup savent. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme dit qu'il a échoué, mais les commentaires dans le film disent aussi qu'il sait qui a fait quoi. Alors est-ce qu'on peut encore dire qu'il ne sait pas? Mais je sous-entends beaucoup de choses. Non, globalement du film, moi j'ai appris beaucoup de choses en le faisant, donc dire que je connaissais, non. Je pense qu'ici, il y a des jeunes, je pense que tout le monde ne connaît pas ce train de la mort. Je voudrais bien savoir si on demande aux gens de lever les bras, ceux qui connaissaient les images du train de la mort, dont on extirpe le corps, qui le connaissait? Voilà, donc je pense aussi qu'il y a un travail de recherche de témoignages, de recherche d'archives, de recherche de certaines archives qui, pour des raisons conscientes ou inconscientes, n'ont pas eu la carrière et la reconnaissance. Tout le monde connaît les images des trains de la mort de la Seconde Guerre mondiale. Quand les corps arrivaient dans les camps, ils extrayaient les corps des Juifs principalement. Mais ces images-là, on ne les connaît pas. Tout le monde, pas tout le monde, les experts savent qu'il y a eu la guerre en Irak, on a tué beaucoup de chrétiens d'Irak, les Yézidis. La représentante a eu le prix Nobel de la paix en même temps que le docteur Mukwege, irakienne. Et aujourd'hui, on exhume les corps pour les identifier. Attention, les permissions. Oui, dans des fausses communes en Iran, pour avoir la preuve des massacres. Mais au moment où je le sache, on ne protège pas les fausses communes, qui sont des preuves flagrantes. Vous voyez qu'il y en a qui n'existent plus, parce que la Kabila dit qu'il fallait jeter les corps, mais il reste quand même beaucoup de fausses communes. Mais on ne fait pas le travail d'exhumation, d'identification. Or, les survivants ont besoin d'identifier la cité. Et on voit, ça se passe même sur la guerre d'Espagne, maman d'Espagne, par rapport à la guerre d'Espagne, aujourd'hui encore. On va dans les fausses communes et les familles font un travail de deuil de ce qui s'est passé dans les années 36. Mais au Congo, on ne le fait pas. À nouveau, pourquoi? Pourquoi? Non-respect des victimes et des survivants ou volonté politique? C'est la question que je pose. Non, moi je ne suis pas un politicien. Je n'apporte pas de réponse. Je pense que j'apporte des éléments d'un débat, un constat, une trace historique, comme je le dis à la fin du film, au moins sauver la mémoire. Après, ça ne m'appartient pas. Je ne suis pas la société civile, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas une institution internationale. Donc, je ne veux pas me substituer aux décideurs. Voilà, moi j'ai simplement fait mon travail de cinéaste. Alors, on va donner le micro dans la salle. Mais une question quand même. Qui sont les responsables à juger ce que le journaliste qualifie de salopard, selon vous? Les génocidaires ont tout a commencé. Kagame, ceux qui nous tuaient, c'était nos propres frères rwandais, ce n'étaient pas des Aïrois, dit le docteur Oposé.
Museveni, la FDL, Kabila, PM-FIS, les armées mercenaires étrangères, les Congolaises, les rébellions cannibales, les multinationales venues piller des richesses. D'ailleurs, vous n'en parlez pas de ces multinationales aussi, hein, il y a quand même une séquence, on les voit, hein, on voit le diamant, on voit l'or, on voit les mines d'or, et on voit la décision prise au Parlement européen très difficilement pour condamner les compagnies multinationales qui veulent en toute impunité profiter de ce qu'on appelle les minerais de sang. Condamnation. Alors je n'en parle pas plus, mais on en parle. Le docteur dit clairement, hein, le Congo est une bijouterie sans porte ni fenêtre. Ça c'est dit. Maintenant j'ai fait un film sur les multinationales qui s'appelle Katanga Business. Je ne peux pas refaire éternellement les mêmes films. Comme je n'ai pas parlé de l'affaire Chebeya, bien sûr, puisque j'ai fait un film sur l'affaire Chebeya, etc. Je ne vais pas recouper ce que j'ai déjà traité par ailleurs. Fermer les yeux devant le drame, c'est être complice. Est-ce que vous pensez que les Congolais, que le monde entier est complice? Fermer les yeux si on sait. Si on ne sait pas, évidemment qu'on n'est pas complice. Mais c'est le docteur qui dit ça. Quand il dit ça en recevant son prix Nobel, oui, il dit ça à ceux qui savent, parce qu'on a pu le raconter. Oui. Est-ce que ils sont aussi coupables que les autres, selon vous? Non, on ne peut pas dire que quelqu'un qui est spectateur passif et n'apporte aucune assistance est aussi coupable que le criminel. Non, bien sûr que non. Mais bon. Celui qui lève la main. Vous vous présentez, vous posez votre question au réalisateur Thierry Michel. Éventuellement, vous attendez 2-3 secondes que la caméra soit sur vous. Oui, voilà, vous attendez que la caméra soit sur vous. Là, vous pouvez y aller parce que la caméra est sur vous. L'honorable Juvenal Moulou. Merci beaucoup, monsieur Christian Lusakwenon, pour la parole. Tout d'abord, je suis content, j'exprime ma joie ces jours qu'il me soit présenté ici. Je vais me présenter, c'est Juvenal National élu de Wad et au Nord Kivu, zone en proie aux atrocités depuis longtemps. Et je note quand même quelque chose de... Il n'y a pas longtemps... Un petit problème de micro. Peut-être ça, approchez-vous peut-être parce que je pense que la tête... Bon, j'exprime ma satisfaction. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, c'était difficile de présenter un film comme celui-ci, ici au Congo. Et donc, il y a une évolution positive, M. Thierry Michel. Et de le réaliser, j'ai pu réaliser. Et de le réaliser. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Mais les défis restent des détails. Il y a deux quêtes ici, des soifs. La première quête, c'est la quête de la paix au Congo. Et la deuxième quête, c'est la quête de la justice. Pour la quête de la paix, je vais vous partager ma conviction. Nous devons investir sur l'armée congolaise. Il nous faut une armée. C'est un pilier important pour la refondation de l'État. Je vous parle de ça au moment où il y a des réflexions qui vont dans le sens d'une mutualisation des forces avec les pays voisins pour tenter de voir comment vaincre les ADF dans l'autre. Je ne suis pas d'accord. Parce que parmi les voisins, il y a des députés élus au Nord Kivu, à l'Ituri, qui souhaitent, par exemple, que l'Ouganda s'engage encore dans des opérations militaires conjointes avec les FARDC. Moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Paul Ricoeur, la mémoire est ineffaçable, même si c'est parfois difficile d'accéder à cette mémoire-là. Dans les livres, justement, Mémoire oublie, livre auquel Emmanuel Macron avait d'ailleurs participé dans le temps. La deuxième quête, c'est la quête de la justice. Et je crois que nous devons tous soutenir les rapports mapping, la faisabilité des rapports. J'ai échangé avec Dr Mukwege et la demande pour la mise en œuvre du rapport mapping, pour que la justice soit faite, ça ne doit pas être une démarche de Mukwege ou de la société civile européenne ou congolaise. Ça doit être la demande des autorités congolaises. J'aurais voulu que le président de l'Assemblée nationale et du Sénat aillent jusqu'à la fin de ces films, mais ils sont sortis un peu avant. Peut-être les urgences de l'État. Les honorables Modeste Bahati Lukwebo, selon le protocole, les honorables Bosso et Bahati étaient... Ils étaient dans la salle, mais ils sont sortis avant la fin du film. Parce qu'il faut un engagement fort du Parlement pour la mise en œuvre du rapport. C'est à nous, parlementaires, de demander, nous, représentants du peuple, de demander qu'un tribunal pénal spécial international sur le Congo soit mis sur pied. La MONUSCO dépense beaucoup, vous l'avez dit, plus d'1 milliard de dollars, 1,5 milliard
le budget annuel. Pourquoi ne pas réorienter cet argent pour un tribunal pénal international sur le Congo? Les dialogues stratégiques sur les retraits de la MONUSCO est en cours et on espère qu'en 2024, comme cela a été convenu, la MONUSCO devra se retirer. Mais pour cela, il faut qu'on sache qu'est-ce qui arrive après. Il faut la justice en ce sens-là. Et donc, nous devons tous soutenir ce combat et que ça ne reste pas simplement le combat de Mukwege. Mukwege, c'est juste un Congolais qui a été révolté par ce qui se passe. Et il a été touché dans son cœur. Et donc, nous devons tous nous mobiliser. Et voilà donc ce que j'avais à dire. Et merci beaucoup, félicitations pour ce film qui doit être porté à la connaissance de tout le Congolais et qui doit éveiller notre sens de patriotisme, s'il faut le dire. Et ce patriotisme doit d'abord être manifeste aux côtés des leaders. Et moi, je fais partie de ces leaders-là. Les leaders, les parlementaires devaient être révoltés. La présidente devait être révoltée. Nous devions être les premiers à dénoncer ça aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, pour que ce tribunal soit installé en République démocratique du Congo. Je vous remercie. C'est honorable une nation que Michel demande la seule. On va prendre une fois à droite, une fois à gauche. Je demande à donner au monsieur qui est ici, voilà. Et de vous rapprocher, s'il vous plaît. Thierry Michel, une réaction au propos? Je ne peux qu'approuver, évidemment, et trouver que c'est remarquable. Merci beaucoup pour la parole. Je m'appelle Joseph. Et l'une de ces questions, je la pose à M. Louis Thierry Michel. Après avoir tourné ce film, qu'est-ce que vous n'avez pas dit en tournant le film? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Je dis ceci. Quelle est la pensée de ce que vous avez transmis dans le récit de ce film? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit en tournant ce film? Je reviens encore. Vous êtes belge d'origine, Léopold II Mobutu Kabila. Qu'est-ce que cela vous inspire? Parce qu'en fait, c'est l'histoire de massacre, c'est l'histoire de sang, c'est l'histoire de boue, c'est l'histoire de pillage. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous qui avez été belge et témoin de tous ces événements que vous avez connus dans la République démocratique du Congo? Je ne sais pas si ma question est claire. Merci beaucoup. D'accord, merci. Et alors, quand vous demandez si y en a pensé, il y a juste une chose, c'est une version déjà de 1950, j'ai presque terminé la version déjà de 3 heures, ça devient fastidieux pour le public, et c'est vrai que je n'ai pas pu tout mettre. Par exemple, Ituri est absent, j'en suis extrêmement conscient, mais il y a tellement eu d'épisodes dans la tragédie congolaise que, évidemment, je n'en ai pris que quelques-uns, exemplatifs ou significatifs. Voilà. Mais je n'ai pas eu de censure, ça je vous le dis tout de suite, de personne, ni des autorités belges, ni des autorités congolaises, et je souligne bien les témoignages. Donc, ce n'est pas la question que j'ai eu l'autorisation, que j'ai pu aller faire ces témoignages. Ce qui a changé, c'est que les gens parlaient. Les témoins, le monsieur de la Croix-Rouge, 2 ans plus tôt, il ne m'aurait pas dit. Il a osé parler. C'est un héros, ce monsieur. Il a été extraordinaire. Il a géré cette crise comme inimaginable. C'est vraiment les Congolais qui font la fierté du Congo. Il n'y a pas que le docteur Mukwege, il y a ces gens oubliés qui sont des résistants dans l'arrière-pays. Voilà. Bien sûr, José Menga Deschamps, journaliste, il a osé dire. Et quand il dit les noms, ils étaient là. Si, c'était commandant Npo, c'était Tangofor, etc. Quel courage! Puisque la caméra arrive devant vous, allez-y, madame. Bonsoir, Gisèle Chilombo, citoyenne congolaise. Mes premiers mots, c'est merci. Merci pour ce film qui donne un sacré coup de pied dans notre amnésie collective, qui fait de nous, en fait, tous des coupables. Coupables par notre silence, coupables par notre indifférence, coupables parce qu'on se dit que ça se passe très loin de chez nous. Mais au fond, nous, ça se passe vraiment en nous et pour nous. Maintenant, ma question, je réfléchis en fait à haute voix en disant, est-ce qu'on va compter sur ceux qui ont créé justement toutes ces atrocités d'hier pour les résoudre aujourd'hui? Parce que comme l'a évoqué votre film, on a une sacrée façon de résoudre les conflits au Congo. Brassage, mixage, réconciliation, ça s'appelle comme on veut. Mais est-ce qu'on va compter sur ces mêmes personnes qui sont en fait susceptibles d'être poursuivies pour ce qu'elles auraient fait?
dans le passé pour résoudre. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont les politiques, puisque je vois qu'il y a un député dans la salle, c'est aux politiques vraiment de s'interroger sincèrement sur cette question, de se regarder vraiment droit dans les yeux en se disant est-ce qu'on veut vraiment résoudre ce problème? S'il faut passer par la case de résolution de problèmes, eh ben, il faudra mettre vraiment les vrais auteurs là où ils doivent être, c'est-à-dire en prison ou devant le tribunal pour payer le prix. Merci encore. Merci beaucoup, madame. Le micro va de l'autre côté de la salle. Ceux qui sont derrière ces acteurs politiciens qui sont complices des massacres dans ces pays, vous n'enquêtez pas là-dessus. Alors, moi, mon souci est réel que non seulement du fait de mettre en exergue en évidence les auteurs ou présumés auteurs de crimes en RDC, mais il faut qu'on se le dise, les présumés auteurs sont aux Nations Unies, sont à l'Union européenne, sont dans tous ces pays dits impérialistes. Essayez aussi de réaliser des films en ce genre-là, en se posant ces questions, parce que si ces gens sont mis en évidence, comme toutes ces personnes qui sont citées dans les rapports Mappi, on peut espérer quelque chose. Au cas contraire, ce sont toujours les auteurs africains et congolais qui sont mis à l'exergue, tandis que le vrai humanitaire et ceux qui bénéficient sont toujours dans le silence. Merci. Merci beaucoup. Ce film-là était fait, pas nécessairement par moi d'ailleurs, parce que je pense que j'ai fait mon dernier film sur le Congo, pour différentes raisons, mais bien sûr, il y a sûrement des cinéastes qui peuvent s'y atteindre. Alors il y a le professeur Mwenda qui a... Mwendo qui est dans le film. Qui est dans le film, qui est dans la salle. Peut-être juste l'entendre, une réaction après ce film, après avoir vu le... Saluer ce film et remercier Thierry pour cette œuvre qui vient raviver la mémoire pour nous rappeler qu'on ne doit jamais oublier et qu'on doit se battre pour continuer à faire entendre les cris de toutes les victimes. Alors, je pense que pour moi, première remarque que j'ai faite, parce que c'est la première fois aussi que je vois le film, c'est que les titres n'est pas vraiment ce que est le contenu. Moi, j'aurais estimé ce film, c'est pas vraiment la paix du silence, c'est plutôt quand je vois tous ces gens qui parlent et qui citent les noms, tout ça. En fait, ce n'est pas la paix du silence, c'est plutôt la rupture du silence. C'est quand les gens brisent le silence. Donc, je pense qu'on aurait pu revoir le titre de cette manière-là pour montrer effectivement qu'il y a un engagement par rapport aux gens sur cette question. Ensuite, ce qui me frappe aussi dans ce film, c'est, moi je le sais parce que je suis de Kisangani, ce qui me frappe, c'est de revoir cette image du train de la mort. Vous vous rappelez étrangement ce qui s'est passé avec les nazis, hein. Tous ces trains, on sait la destination, mais on sait que c'est un aller-retour simple qui récapitule les voyages. Et c'est inadmissible, ce genre de choses. Mais tout le monde le sait, mais pourquoi on ne sanctionne pas? Voyez-vous, on a poursuivi les criminels nazis, mais pourquoi on ne fait rien pour arrêter justement ceux qui ont fait ce genre de train de la mort et au vu au-dessus de tout le monde? Et c'est pour ça que je dirais, comme j'ai suivi, il y a une question tout à l'heure qui a été posée ici, mais Albert Einstein disait ceci: le monde sera détruit, non pas par ceux qui font le mal, mais par ceux qui savent et qui voient, mais qui ne font rien. Et donc, c'est pour ça que pour moi, il est important que chacun d'entre nous prenne conscience qu'on doit faire quelque chose, partout où on se trouve. Et je ne comprends pas comment les autorités congolaises, au plus haut sommet de l'État, dont certains plutôt, ne sont pas impliqués dans ces massacres. Pourquoi ces autorités n'osent pas prendre les taureaux à bras-le-corps pour commencer les fiscalisations de procès au niveau interne, puisque les cours et tribunaux congolais ont la compétence aujourd'hui pour tous ces crimes-là, pas seulement les cours militaires, la cour d'appel et tout ça, mais c'est aussi un appel aux avocats, aux juristes, à la société civile, de constituer des dossiers, parce que notamment le rapport Mappi, c'est juste un document. Mais alors, si on constitue des vrais dossiers judiciaires, on dépose des plaintes, et on va mettre les gens devant leurs responsabilités pour obtenir justice que soit faite. Et donc, je pense que pour moi, c'est une question d'appeler les uns aux autres à la responsabilité. Mais pour résoudre durablement cette question de paix, la justice ne suffira pas. Et pour moi, il faut faire ce que je considère comme étant une espèce de démilitarisation
militarisation des esprits. Ça fait trop longtemps que les gens ont pris l'habitude de tout régler par la violence, de tuer, de massacrer. Alors il faut maintenant construire une nouvelle culture, démobiliser culturellement cette mentalité de la violence pour construire une nouvelle mentalité de paix et de réconciliation pour que les gens travaillent effectivement. Merci. Merci beaucoup de militariser. C'est possible, M. Michel? Ça, ce n'est pas moi décider. Alors que Maria Arena dit que la moitié des députés européens considèrent que pour avoir accès aux minerais, on peut tuer. Oui, mais il y a les deux dimensions, congolaise et internationale. Mais je voulais juste réagir, j'aime beaucoup votre intervention. Il y a une chose très importante que je pose pas. Il y a un lieu de tous mes périples où la population s'est réveillée et en osmose, les victimes, avec le barreau, avec les collectifs d'avocats, ont commencé à exiger que justice se fasse. C'est au Kassai, à Kananga. Peut-être parce qu'ils ont, parmi ils ont eu des souffrances récentes les plus horribles, peut-être que ça a provoqué ce sursaut sanitaire. Mais c'est vrai que quand les gens, parce que moi ce qui m'a toujours étonné, il y a eu des massacres partout, enfin pas dans tout le pays, aussi, donc il y a des provinces martyres et d'autres qui ont échappé. Voilà. Nous, le Congo, etc., ne sont pas des provinces martyres. Mais dans ces provinces martyres, pourquoi les gens ne se sont pas constitués en collectif de victimes, donc ne sont pas portés partie civile, n'ont pas eu le soutien de collectifs d'avocats? Et en fait, on peut dire que la justice n'a pas fait son travail, mais les victimes n'ont pas fait ce travail. Je sais que c'est difficile quand on est victime et qu'on est sous la terreur, on ne fait pas ce travail. Mais on est quand même sorti de cette règle de la terreur aujourd'hui. Et le Kassai nous donne un exemple. Et le barreau de Kananga m'a vraiment épaté. Tous ces avocats bénévoles qui accompagnent les victimes dans leur démarche, qui se sont organisés. Et voilà, donc ce sont des pistes essentielles. Merci à vous d'être venus. Malheureusement, toute chose a une fin. Mais attention, c'est la fin d'un épisode. Je voudrais rappeler que demain, à 18h, on essaiera d'être à l'heure. On n'aura pas à attendre que ce soit sur Top Congo la semaine prochaine. Merci à vous. Bonne soirée.